Karine Roland commençait à s'assoupir sur la chaise longue, le livre de poche posé sur ses genoux se refermant avant qu'elle n'ait eu le temps de marquer sa place, lorsqu'elle sentit une ombre bloquer le soleil. Karine ouvrit les yeux pour apercevoir une forme imposante, d'1,90 m et de 2,30 kg. Tu es dans mon soleil, sans compter que tu m'as réveillé. Karine souleva ses lunettes de soleil pour mieux le voir. Bill Roland tendit la main droite à sa femme pour lui offrir le daiquiri glacé. J'ai pensé que tu aurais besoin d'une autre boisson fraîche. Bill Roland, tu essaies de me saouler. Elle dit cela en souriant. Bill lui rendit son sourire. Pas ivre, un peu folle, peut-être. Et après? Ensuite, je te ramène dans notre chambre et je te fais passer un bon moment. Et tu crois qu'il faut d'abord que tu m'offres de l'alcool? Quand ai-je déjà refusé une telle offre? Karine et Bill profitaient du deuxième après-midi d'un long week-end de 5 jours sous le soleil de Palm Springs. Chez eux, à Portland, le temps commençait à peine à sortir des nuages gris de l'hiver et du printemps. L'hiver avait été pluvieux, leurs voisins affirmant que c'était probablement le pire de la dernière décennie, et les Roland avaient besoin de cette dose de soleil dans le désert. Bill tendit la boisson à Karine avant de s'asseoir dans le salon à côté d'elle avec sa bière. Karine la surprit en train de regarder. « Qu'est-ce que tu regardes? Je n'aurais jamais pensé te voir un jour dans un bikini aussi petit, c'est tout. On ne peut pas me reprocher de regarder. » Karine ne put s'empêcher de rire. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies convaincu de porter ce truc. Je suis une mère de 48 ans qui a 2 adolescents. Tu te rends compte qu'Anna aura 20 ans le mois prochain? Tout cela ne change rien au fait que ce bikini te va à ravir. » Bill était content, non seulement parce que Karine portait ce petit maillot, mais aussi parce qu'elle semblait moins gênée par ses jambes. Il est vrai que Karine s'est assurée qu'ils étaient assis dans la partie la moins fréquentée de la piscine, là où peu de gens passaient. La jambe droite de Karine se terminait juste après le genou, et la jambe gauche portait encore les cicatrices des 2 coups de fusil. Karine décida que c'était le bon moment pour dire à Bill ce qu'elle prévoyait de faire. J'ai envisagé d'ouvrir un bureau en ville et de commencer à travailler davantage pour l'IP. Anthony sera diplômé l'année prochaine et je ne veux pas être l'un de ses parents vides sans but après qu'il soit parti à l'université. Tu as encore au moins une 12aine d'années avant de prendre ta retraite, et je ne peux pas rester inactif jusqu'à ce moment-là. Rien de tout cela ne surprend Bill. En fait, il s'y attendait. Il avait vu l'étincelle et le zeste supplémentaire dans l'attitude de Karine après les dernières affaires qu'elle avait prises. La seule surprise était que Karine avait tenu aussi longtemps depuis qu'elle avait vendu sa moitié de l'agence de détectives de New York à son partenaire. Leurs 2 enfants avaient bénéficié des presque 3 années que Karine avait passées comme femme au foyer, et c'était agréable de la voir gérer le déménagement de la famille à Portland, mais il était temps de la laisser faire ce qu'elle savait faire de mieux. Karine attendit la réponse de Bill, mais après 20 ans de vie commune, elle comprit qu'il la laissait parler, alors elle continua. Les réunions au café manquent de professionnalisme et je ne me sens pas à l'aise dans notre bureau à la maison. J'ai trouvé un bureau dans le Pearl District, c'est un bail de 2 ans pour 7,50 par mois. Les fermetures de Covid ont vraiment poussé les propriétaires à chercher des locataires. Qu'en pensez-vous? J'apprécie que votre bureau soit proche du mien et le prix est correct. Prévoyez-vous d'engager une réceptionniste? Pas encore, il faudra un certain temps pour s'établir. Ce qui est bien, c'est qu'avec la publicité en ligne, je peux me faire connaître tout de suite. Vous vous souvenez de la dernière fois? J'ai dû attendre plus de 6 mois pour que le nouvel annuaire des pages jaunes soit publié. Ils ont passé les 15 minutes suivantes à discuter des projets de Karine, jusqu'à ce que leur verre soit vide. Karine avalait le fond de son verre avec la paille. Allons dans la chambre. Bill ne s'est pas fait prier 2 fois. Bill ramassa leurs livres et leurs affaires pendant que Karine se dirigeait vers leur chambre en s'appuyant sur sa béquille. Elle avait laissé sa prothèse dans la chambre, car le centre de villégiature avait une piscine d'eau salée. Bill se dépêcha de la rattraper, appréciant la vue de la silhouette de sa femme dans son bikini. 1 heure plus tard, Bill était allongé sur le dos, regardant le plafond, un sourire aux lèvres. Dans le creux de son bras, la tête posée sur son épaule, Karine respirait tranquillement, presque endormie. Bill aimait ces moments, même après 20 ans de mariage. La peau de Karine contre la sienne, sa jambe gauche sur la sienne, son bras sur sa poitrine, tous 2 se détendant après leur intimité. Quelle chance un homme peut-il avoir? Il y a 20 ans, Karine est littéralement tombée dans les bras de Bill alors qu'elle trébuchait en montant les marches du métro, enceinte de 6 mois de Hannah. Karine et Hank Price, le père biologique d'Hannah, avaient mis fin à leur brève liaison avant qu'elle ne sache qu'elle était enceinte. Ils s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient tous 2 affectés à un groupe de travail interagence antiterroriste, peu après la chute des tours jumelles et alors que le pays craignait la suite des événements. Karine était inspecteur à la police de New York et Hank travaillait pour la Fed. Leur liaison a pris fin lorsqu'Hank a été réaffecté au Moyen-Orient.
Un mois après son départ, la grossesse de Karine a été confirmée. Alors que Hank Price se battait au Moyen-Orient pour l'une des agences américaines de l'alphabet, l'inspecteur Karim Baker s'est vu confier une mission de bureau à son 5e mois. Karine ne s'attendait pas à une demande en mariage de la part de Hank, leur relation n'était pas basée sur un tel niveau d'amour, mais elle était heureuse quand Hank a accepté d'aider à subvenir aux besoins de l'enfant. C'est alors que le destin est intervenu. Karine montait les escaliers du métro pour se rendre au travail lorsqu'elle a trébuché et est tombée à la renverse, dans les bras de Bill Rowland. Ce dernier lui offre une tasse de café et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Il n'a fallu à Bill que quelques rendez-vous pour tomber amoureux de Karine. Avec l'accord de Hank, Bill a adopté Anna, âgée de 3 mois, lorsque Bill et Karine se sont mariés. 19 ans plus tard, Anna termine sa première année à l'université de l'Oregon et Anthony, leur fils, termine sa première année de lycée. Dans 15 mois, Anthony entrera à l'école et, pour la première fois de leur mariage, Bill et Karine vivront dans une maison sans enfants. Cette pensée a fait sourire Bill. Imaginez qu'il aille chercher sa première tasse de café sans enfiler de peignoir. Mieux encore, imaginez Karine faisant de même. Bill s'assoupit avec cette image en tête. Le restaurant italien de l'hôtel était bondé à 7h30 lorsque Karine et Bill s'y rendirent pour dîner. Karine portait un pantalon élégant et un chemisier sans manches. Elle ne portait des jupes que lorsqu'elle pouvait porter des jambières opaques pour cacher sa prothèse à la jambe droite et les cicatrices à la jambe gauche. Ce soir, il faisait trop chaud pour porter des jambières. Ils étaient assis derrière une table où 2 couples terminaient leur repas. Bill faillit demander au maître d'hôtel s'il pouvait changer de table parce que l'une des femmes était manifestement ivre, trop bruyante et trop criarde. Rétrospectivement, il aurait aimé le faire, mais il s'est abstenu lorsqu'il a vu qu'ils prenaient le dessert et qu'il a supposé qu'ils allaient bientôt partir. Le recul est presque toujours de 20/20 ans. Bill et Karine finissaient de donner leur commande au serveur lorsque l'incident s'est produit. La femme ivre, qui leur tournait le dos, a dit d'une voix suffisamment forte pour que plusieurs tables voisines l'entendent. « Et vous avez vu la MILF d'âge moyen à la piscine ? Pour l'amour de Dieu, couvrez vos jambes. » La femme en face de la grande gueule ivre a regardé la table de Roland avec horreur. Silence Joyce. Elle tente d'empêcher l'ivrogne de continuer, sans succès. Qu'est-ce que tu veux dire par tranquille, a-t-elle bredouillé. Ne me fais pas taire. Ce n'est pas moi qui dégoûte tout le monde à la piscine avec ce moignon. Joyce, tais-toi, maintenant. Les 2 hommes à la table suivirent les yeux de la femme et virent Karine à la table voisine. Joyce commença à dire quelque chose, mais fut interrompue par l'un des hommes. Joyce, arrête. Il se leva et attrapa Joyce par le bras, la tirant à ses pieds. Jim, Maggie, pourriez-vous escorter Joyce hors de la pièce ? Je dois m'excuser auprès de ce couple. Tandis que l'autre couple conduisait Joyce hors du restaurant en hurlant, l'homme restait en arrière. Son visage est rouge d'embarras. Je ne vous demanderai pas d'excuser le comportement de ma femme, il n'y a pas d'excuse pour un tel manque de gentillesse. Je vous demanderai seulement d'accepter mes excuses sincères pour son comportement. L'homme resta là, ne sachant que dire d'autre. Il eut littéralement mal au cœur en voyant l'expression de douleur sur le visage de Karine, puis il se retourna et quitta le restaurant. Karine plaça sa main dans celle de Bill. Je ne pense pas pouvoir manger. Appelez notre serveur et annulez notre repas, s'il vous plaît. Bill voyait Karine se retenir de pleurer. Ce n'est qu'hier qu'il avait réussi à convaincre Karine d'ignorer les regards qu'elle recevait chaque fois que quelqu'un voyait ses jambes. Aujourd'hui avait été un jour si spécial, Karine nageant dans la piscine et prenant le soleil dans ce minuscule bikini. Bill a attiré l'attention du serveur et a annulé leur repas. Le serveur, qui avait été témoin d'une partie de l'événement, a dit qu'il comprenait parfaitement et s'est excusé à son tour. Bill et Karine retournèrent à la chambre et, avant que la porte ne se referme, Karine s'assit sur le bord du lit et se mit à pleurer. Pour la 5e fois peut-être en 20 ans de vie commune, Bill vit Karine pleurer. Il s'assit à côté d'elle, un bras autour de ses épaules, sans dire un mot. Karine rompit le silence. Je t'ai déjà dit que j'avais été élu, meilleure paire de jambes, dans l'annuaire de mon lycée ? Bill, j'avais de superbes jambes. Bill le savait en fait, la mère de Karine avait partagé cette anecdote au sujet de l'annuaire lorsqu'ils étaient tous les deux assis dans la salle d'attente de l'hôpital pendant que Karine se remettait de l'opération visant à enlever son mollet et son pied droit. La mère de Karine a pris l'amputation plus durement que Karine, mais n'en a jamais parlé à personne d'autre que Bill. Bill a laissé Karine pleurer et parler pendant un certain temps. Au bout d'une quinzaine de minutes, il propose qu'ils sortent pour profiter de l'air chaud du désert. Karine a accepté et ils sont sortis tous les deux pour se promener sur l'un des chemins de golf de la station. Au bout d'un demi-mile, ils s'assirent sur le banc près du 3e tee. C'est à ce moment-là que Karine est redevenue Karine. Je sais que je suis trop sensible.
Bill a failli rire aux éclats lorsqu'elle a dit cela. Il était marié à l'une des personnes les plus dures qu'il connaissait. Ce ne sont pas tes jambes qui m'ont attiré en premier lieu. Karine regarde Bill dans les yeux. Non? Qu'est-ce que c'était? Ton éclat. Karine rit. Ce n'était pas une lueur, c'était un coup de chaleur et de la sueur. J'étais enceinte de 6 mois et il faisait plus de 80 degrés dans ce wagon de métro. Pas étonnant que j'ai failli m'évanouir en montant ces escaliers. Karine a serré la main de Bill et a parlé. Je sais que j'ai de la chance. Et je ne devrais pas laisser une personne impolie gâcher nos vacances. Et je ne le ferai pas, ramène-moi, allons boire un verre et manger des hors-d'œuvre. Je ne pourrai pas manger un repas complet, mais j'ai besoin de quelque chose. Karine se leva et attrapa la main de Bill pour le tirer hors du banc. Ils venaient de s'asseoir au bar lorsqu'ils furent abordés par le directeur adjoint de l'hôtel. Vous voilà, Madame Roland. J'ai frappé à votre porte et je viens de vous voir entrer ici. Monsieur Tinsdale m'a demandé de vous remettre cette note. Il m'a également demandé de vous dire qu'il a payé votre séjour ici pour les 5 nuits, y compris votre facture de bar et de restaurant. M et Madame Tinsdale sont déjà partis, il n'y a pas à discuter. Il tendit la note à Karine et s'éloigna. Karine ouvrit le billet. Ma chère Madame Roland, et Monsieur Roland. Monsieur Avery m'a donné votre nom pour que je puisse m'adresser directement à vous. Je vous prie encore une fois d'accepter mes excuses pour l'étalage de ma femme. Je suis consterné, mais malheureusement pas trop surpris, par ce qui s'est passé ce soir. Madame Tinsdale est, pour parler franchement, une enfant gâtée qui a l'habitude de blesser les gens. Ma femme a proposé ce week-end pour renouer le contact. Je crains que cela n'ait fait que renforcer toutes les raisons pour lesquelles nous ne serons bientôt plus mari et femme. Je ne peux plus tolérer son comportement, pas plus que le couple avec lequel nous avons dîné ce soir. Je vous donne ces informations personnelles pour que vous sachiez tous les deux que ma femme est une aberration et qu'elle n'est pas le reflet de la plupart des gens. J'écris ceci dans l'espoir que vous puissiez tous deux profiter du reste de votre séjour ici. Veuillez accepter mon humble cadeau, votre chambre et les autres frais, dans cette intention. Avec mes humbles excuses. Simon Tinsdale. Karine finit de lire et tendit la note à Bill. Je serai damné. Au cours des 3 jours suivants, il y eut des moments d'angoisse, mais ils firent de leur mieux pour les surmonter et profiter de leur séjour avant de rentrer à Portland, bronzés, reposés et détendus. 4 mois plus tard. Karine a passé la dernière demi-heure à maudire son terminal. Ceux qui ont dit que le programme de comptabilité QuickBooks était un jeu d'enfant avaient la tête dans les nuages. Après avoir maudit son terminal, elle s'est réservé quelques mots pour se reprocher d'être si peu douée pour l'informatique. Sans Anthony, elle serait totalement perdue. Karine décida d'attendre le week-end et de laisser Anthony s'occuper de la comptabilité. Les factures sortantes et celles qui devaient être payées attendraient. D'un autre côté, il y avait au moins des factures à envoyer. Moins de 3 mois après le redémarrage de l'agence, les choses vont mieux que prévu. Roland Investigation gagnait suffisamment d'argent pour payer le loyer et les dépenses, et elle avait déjà versé quelques milliers d'euros au fonds de retraite des Roland. Ce n'était pas si mal. Son vieil ami de la police de Portland, le capitaine Glenn Hutchin, l'aide en lui envoyant des clients. D'autres officiers, impressionnés par le travail qu'elle a accompli pour résoudre le meurtre de Miller, ont fait de même. Le mois dernier, Karine a réussi à localiser une fugueuse de 15 ans. L'adolescente a été retrouvée vivant dans les collines à l'est d'Eugène avec un informel de 25 ans. Ses parents étaient heureux de retrouver leur fille, mais Karine savait par expérience que la jeune fille devrait passer des mois en cure de désintoxication, elle présentait tous les signes du syndrome de Stockholm. Le seul espoir était qu'elle se rétablisse complètement avant qu'il ne sorte de prison dans 10 ou 12 ans. Les vérifications des antécédents du personnel pour une demi-douzaine de clients commerciaux permettaient encore de payer les factures. Si l'autre activité continuait à se développer, Karine devrait envisager d'engager un employé à temps partiel pour effectuer les vérifications de routine. Ce n'est pas un mauvais problème après si peu de temps. Karine éteint l'ordinateur et s'apprête à quitter le bureau pour aller déjeuner lorsque le téléphone sonne. Bonjour, Roland Investigation, Karine Roland à l'appareil. Bonjour, Madame Roland. Je m'appelle Larry Parker. J'ai un problème et j'ai besoin de votre aide. Il s'agit d'un problème de paternité. Êtes-vous disponible pour en discuter? Je suis disponible à 9 h demain matin. Cela vous convient-il? Nous pouvons nous rencontrer ici, dans mon bureau. Je serai là. L'adresse sur le site web est-elle correcte? Sur Northwest Marshall Street? C'est ça. Appuyez sur 25 sur la boîte vocale et je vous ferai entrer. On se voit demain à 9 h. Karine passa le reste de la journée à vider sa boîte de réception, se préparant à ce que demain pourrait apporter. Le lendemain matin, à 8h30, Karine gara sa voiture et parcourut les 2 pâtés de maison qui la séparaient de son bureau.
Comme d'habitude, Randall était assis dans l'entrée, son sac de couchage roulé et ses 2 sacs à dos remplis et prêts à partir. « Bonjour, Karine. »« Bonjour, Randall. » Randall s'écarta de l'embrasure pour permettre à Karine d'ouvrir la porte. « Suis-je le premier dans le bâtiment aujourd'hui ?» Randall ramassa ses 2 sacs après avoir mis son sac de couchage dans l'un d'eux. « Non, Monsieur Nesbitt est venu plus tôt. Il m'a dit que je pouvais attendre jusqu'à maintenant pour avancer. J'espère que ça ne vous dérange pas. Des problèmes la nuit dernière ? Non, tout le monde sait que c'est ma place maintenant. » Randall est l'un des nombreux sans-abri qui ont fait de Portland leur ville. Lorsque Karine a commencé à louer ici, il y avait 2 ou 3 hommes qui se disputaient le privilège de coucher dans l'entrée abritée de cet immeuble. L'un de ces hommes était particulièrement malveillant, refusant de bouger lorsque l'un des locataires ou leurs invités tentait d'entrer dans l'immeuble. Il avait également la mauvaise habitude d'uriner dans l'embrasure de la porte. Appeler la police étant une perte de temps, Karine s'est arrangée avec Randall, qui semblait être l'homme le mieux élevé, et aussi le plus grand. Karine a payé Randall $150 par mois pour qu'il s'approprie la porte, la garde propre et la libère le matin lorsque les locataires commenceraient à se présenter. 2 des autres locataires de l'immeuble ont montré leur reconnaissance à Karine en partageant les frais avec elle. Karine venait de finir de préparer une tasse de café dans le Keurig lorsque la boîte vocale a sonné. 12 minutes d'avance, se dit-elle, ça doit être l'angoisse. Karine fait entrer Larry Parker. Larry Parker est assis en face du bureau, une tasse de café fraîche à la main. La meilleure façon de décrire Monsieur Parker est de dire « moyen ». 1m70, des cheveux bruns coupés courts, des yeux bruns, une corpulence moyenne, ni beau ni banal. Le genre d'homme que l'on peut croiser dans la rue une 12aine de fois sans le remarquer. Monsieur Parker peut être qualifié de moyen, mais la raison pour laquelle il a besoin d'aide est unique. Karine prend des notes pendant que Monsieur Parker parle. Il y a 10 ans, j'ai rencontré ma femme, Julie. Parker fait une pause. Quand je dis ma femme, je veux dire mon ex-femme, elle est morte il y a 4 mois. Elle souffrait d'une maladie cardiaque congénitale qui n'a jamais été détectée ni traitée. Elle n'avait que 29 ans. Parker marqua une nouvelle pause, Karine tendit une boîte de mouchoirs parce qu'il semblait sur le point de pleurer. Parker se ressaisit et continue. Quand j'ai rencontré Julie, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant où je prenais toujours mon petit déjeuner. Elle ne portait pas de bague, alors je l'ai invitée à sortir. Lors de notre 2e rendez-vous, elle m'a surpris en me disant qu'elle avait un fils d'1 an. Difficile à croire, car Julie semblait trop jeune pour avoir un bébé, il s'est avéré qu'elle n'avait que 19 ans. J'ai rencontré le garçon, Gunnar, le lendemain. C'était un enfant adorable, si heureux. La plupart des gens pensaient que j'étais fou de continuer à sortir avec Julie, je n'avais que 22 ans et la plupart des hommes de mon âge n'étaient pas intéressés par une famille instantanée. Surtout pour élever un enfant qui n'est pas le sien. Larry Parker s'est arrêté pour boire une gorgée de son café. Il ne pouvait pas savoir ce que Karine pensait à ce moment-là, que Bill Roland était peut-être un peu plus âgé que 22 ans lorsqu'ils s'étaient rencontrés, mais que Bill n'avait jamais hésité à adopter et à élever Anna, son enfant conçu par un autre homme. Parker posa son café et poursuivit son monologue. Julie n'a pas beaucoup parlé de son passé, sauf pour me dire qu'elle a grandi dans l'Ohio, que sa mère est morte quand elle avait 13 ans et son père quand elle en avait 17. Elle a dit que le père de Gunnar était parti après avoir appris qu'elle était enceinte. Alors, appelez-moi naïve, mais le manque de détails ne m'a pas fait réfléchir. J'étais éperdument amoureux de Julie et de Gunnar. 1 an plus tard, nous étions mariés et tout allait pour le mieux. Julie a obtenu son GED et a commencé à travailler comme réceptionniste administratrice pour un agent de State Farm ici à Portland. J'ai terminé mon diplôme à Portland State et j'ai travaillé comme analyste de système pour Nike, je travaille à distance. J'ai adopté Gunnar dans l'année qui a suivi notre mariage et nous nous entendons très bien. Je suis son papa. Tout allait bien jusqu'à ce que le cœur de Julie lâche il y a 4 mois. Je ne vous mentirai pas, cela a été difficile, mais Gunnar et moi avons pu nous appuyer l'un sur l'autre. Puis, il y a 3 semaines, j'ai reçu une convocation pour faire tester l'ADN de Gunnar. Un homme prétendant être le père biologique de Gunnar a surgi de nulle part et a obtenu une ordonnance du tribunal. Les résultats du test sont arrivés la semaine dernière, Gunnar est le fils biologique de ce George Westphal et il veut en avoir la garde. J'ai besoin que tu découvres qui est ce type, où il est passé et pourquoi il veut Gunnar maintenant. Karine a fini d'écrire et a levé les yeux. Une idée de la raison pour laquelle ce Westphal s'est pointé maintenant. Parker secoua la tête. C'est de ma faute. Je rangeais les affaires personnelles de Julie et je suis tombé sur une lettre datant d'avant notre rencontre. Julie et une amie de l'Ohio communiquaient alors que Julie vivait dans l'Indiana, l'année avant qu'elle ne déménage à Portland. D'après la lettre, Julie n'a jamais dit à son amie qu'elle était enceinte.
Je doute que Julie se soit même souvenue qu'elle avait cette lettre. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé cette Chrissy Walker à Toledo grâce à Facebook. Je lui ai fait savoir que Julie était décédée et je lui ai parlé de Gunner. L'instant d'après, je reçois un appel d'une femme de Dayton qui me demande des nouvelles de Gunner. J'ai eu des soupçons et j'ai fait taire cette femme. Puis j'ai reçu une convocation pour faire un test de paternité à Gunner. Quel gâchis! Que voulez-vous, monsieur Parker? Je veux garder mon fils. Je l'ai élevé ces 10 dernières années, depuis qu'il a 1 an. Je ne sais pas qui est cet autre homme. Tout ce que je sais, c'est ce que Julie m'a dit, il est parti dès qu'il a appris que Julie était enceinte. Qui est cet homme et pourquoi veut-il Gunner après 10 ans? Il aurait pu trouver Julie s'il l'avait voulu, elle n'a pas changé son nom de Jenkins avant de m'épouser. D'accord, je peux faire ça, mais je ne peux même pas deviner combien cela va coûter. Il se peut même que je doive me rendre dans l'Ohio, donc ce ne sera pas donné. Est-ce que ça va être un problème? Pas vraiment. Julie travaillait pour un agent d'assurance et elle avait une assurance vie. La plus grande partie de l'argent ira à Gunner, mais j'en recevrai suffisamment. Je ne pourrai pas vivre avec cet argent si cela signifie que Gunner n'est pas mon fils. Alors, faites ce qu'il faut, trouvez quelque chose à propos de ce type qui empêche le tribunal de lui confier la garde. Je suppose que vous avez engagé un avocat. Oui, John Brown chez Brown et Curtis. Ils m'ont donné votre nom. Quand a lieu l'audience? John Brown demande un report. Elle était prévue dans 2 semaines, mais il m'assure que nous pouvons la reporter de quelques semaines. C'est bien, cela devrait me donner assez de temps pour répondre à vos questions. Espérons que ce seront les bonnes réponses. Karine tendit à Parker un bloc de papier. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser, d'abord, le nom et les coordonnées de Chrissy Walker. Karine attendit que Parker sorte son téléphone, le feuillette et commence à écrire. Quel est le nom de la femme qui vous a appelé de l'Ohio? Et avez-vous un numéro de téléphone ou une adresse? Parker feuilleta à nouveau le téléphone avant d'écrire sur le bloc-notes. Janice Clarkson, habite à Dayton, Ohio. 937 à 555 à 2424 minutes. Enfin. Tout ce que vous avez sur le père biologique de Gunner. Parker sortit de sa sacoche une copie de l'assignation et d'autres documents juridiques et les tendit à Karine. C'est tout ce que j'ai. Karine feuilleta les documents, lisant superficiellement les 4 pages de documents. Très bien, cela devrait suffire pour découvrir qui est Monsieur Westphal. Karine sort un contrat du tiroir de son bureau. Lisez-le, signez-le et donnez-moi un chèque à titre d'acompte. Dès que j'aurai reçu les 2, je commencerai. Parker feuillette les 2 pages du contrat avant de signer. John m'a dit que vous étiez le meilleur et qu'il fallait s'attendre à quelque chose. Il m'a aussi dit d'apporter un chèque. Parker rédigea le chèque correspondant à l'acompte. Commençons. C'est ainsi que commença l'un des cas les plus étranges que Karine ait jamais eu. Au cours des 2 jours suivants, Karine a épuisé toutes les ressources qu'elle connaissait. Toutes les pistes n'aboutissent à rien. George Westphal n'existe pas. Karine appelle Larry Parker. Larry, avez-vous déjà rencontré George Westphal? La seule réunion que nous avons eue avec son avocat, Westphal n'était pas là. L'avocat a dit qu'il était en voyage et qu'il avait la procuration de Westphal. Pourquoi? Karine ne voulait pas contrarier Parker. J'ai juste besoin d'une description physique. Il y a plus d'un George Westphal. Je vous rappelle bientôt. Au revoir. Karine a appuyé sur la touche « Fin » de l'appel, voulant raccrocher avant que Parker ne commence à poser des questions. L'appel suivant de Karine était pour John Brown. Après les formules de politesse, elle se lance dans le vif du sujet. John, pouvez-vous me donner le nom de la clinique qui a prélevé l'échantillon d'ADN de George Westphal? Donnez-moi une seconde, Karine. 2 minutes plus tard, Karine a l'information, il s'agit d'une clinique de Tempe, en Arizona. Un appel rapide à la clinique lui confirme qu'elle aura besoin d'une décision de justice pour que la clinique puisse divulguer toute information relative à George Westphal, y compris une description physique. Karine rappelle John pour qu'il s'en occupe. Pendant que John s'en occupe, Karine contacte Chrissy Walker, se présente et confirme qu'elle travaille pour Larry Parker, le mari veuf de Julie. Chrissy est une source d'information. Quand Monsieur Parker m'a parlé de Julie et de son fils, j'ai appelé ma mère, elle vit toujours à côté de la belle-mère de Julie. La belle-mère de Julie et le père de Julie ont divorcé dans l'année qui a suivi la disparition de Julie et elle s'est remariée avec un certain Clarkson. C'est pourquoi les noms sont différents. Je suppose que ce type est invalide et qu'il ne sort jamais du lit. Maman dit que le père de Julie n'est pas mort, il vit en Floride, dans une caravane de retraités près de Tampa. Maman ne pense pas qu'il se soit remarié, du moins pas depuis quelques années, lorsqu'ils ont cessé d'échanger des cartes de Noël. Julie avait un demi-frère,
un vrai salaud. Aucune des autres filles n'avait le droit de passer la nuit chez Julie tant que son demi-frère vivait là. Il avait environ 5 ans de plus que Julie. Il s'est engagé dans l'armée et a ensuite été absent la plupart du temps, mais il est revenu à la maison pour Noël et les vacances. Maman dit qu'elle n'a pas vu Jessie depuis plus d'1 an. Karine l'interrompt. Y a-t-il une chance que ta mère ait une adresse pour le père de Julie? Je suis sûr qu'elle en a une. Je l'appellerai après avoir raccroché. Pourquoi Julie a-t-elle disparu il y a des années? Eh bien, cela a toujours été le grand mystère. Nous étions à la moitié de la dernière année et Julie est partie. Ni son père ni sa belle-mère ne savaient pourquoi elle était partie ni où elle était allée. J'ai reçu une lettre d'elle, elle vivait dans l'Indiana, je crois. Je lui ai répondu, puis je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. La dernière lettre que je lui ai envoyée à cette adresse m'a été retournée, non distribuable, pas d'adresse de réexpédition. Karine prend note de demander à Larry Parker une copie de la lettre de Chrissy. Vous souvenez-vous du nom de famille du demi-frère? Clark, avec un « à la fin. J'aimerais vraiment avoir l'adresse de Monsieur Jenkins en Floride. Pourriez-vous la demander à votre mère et me rappeler tout de suite, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci Chrissy. Karine raccroche. Ce n'est que 15 minutes plus tard que Chrissy a rappelé avec l'adresse de Jenkins dans le parc mobile près de Tampa et son numéro de téléphone. Karine remercie Chrissy et appelle immédiatement Jenkins. Monsieur Jenkins. Je m'appelle Karine Roland, je suis détective privé. J'ai des informations concernant votre fille, Julie. Je me demande si nous pourrions nous rencontrer et discuter. De Julie? Où est-elle? Karine réalise que le père de Julie ne sait pas que sa fille est morte. Il ne savait peut-être même pas qu'elle avait un enfant. Monsieur Jenkins, je serai heureuse de partager toutes les informations que j'ai sur Julie. Pouvons-nous nous rencontrer samedi chez vous? Vous ne pouvez pas me dire où elle est. Pas avant que nous nous rencontrions, désolé. Mais j'essaierai de répondre à vos questions à ce moment-là. Pouvons-nous nous rencontrer? Oui, je serai là toute la journée. Devons-nous attendre jusqu'à samedi? Désolé, oui. Je vous appellerai pour vous dire quand j'arriverai à Tampa. Jenkins posait encore des questions quand Karine a supplié et raccroché. À samedi, Monsieur Jenkins, au revoir. Karine a réservé le vol pour Tampa, puis a appelé Parker pour lui demander une copie de la lettre. Vendredi soir, elle quitta PIA, prit une correspondance à Dallas et arriva à Tampa tard dans la soirée. Elle a appelé Bill depuis l'hôtel pour lui dire qu'elle était arrivée saine et sauvée. Après avoir échangé des « je t'aime » avec Bill, elle a essayé de dormir un peu. Le samedi matin à la première heure, Karine a appelé Samuel Jenkins pour organiser la rencontre. Jenkins était tellement impatient d'avoir des nouvelles de sa fille qu'il a dit à Karine de venir tout de suite. Grâce à l'application GPS de la voiture de location, Karine a pu trouver la caravane de Jenkins dans l'heure qui suivait. Elle n'était pas sortie de la voiture que la porte grillagée s'ouvrait et qu'un vieil homme râblé aux cheveux grisonnants se précipitait vers la voiture. Monsieur Jenkins, je suis Karine Roland. Jenkins s'arrêta devant Karine et lui tendit la main pour la saluer, l'espoir se lisait sur le visage du vieil homme. Rentrons et asseyons-nous, Monsieur Jenkins. Les mots de Karine et le ton de sa voix, prononcés avec douceur, firent perdre à Jenkins toute l'impatience que lui inspirait la visite du détective. Il savait que ce ne serait pas une bonne nouvelle, son visage sembla vieillir de 10 ans de plus lorsqu'il se retourna, marcha jusqu'à la porte et tint la moustiquaire ouverte pour Karine. « Voulez-vous une tasse de café, Madame Roland ?» Karine jeta un coup d'œil rapide à la petite pièce, qui était propre et bien rangée. « Oui, je vous en prie. » Jenkins désigna une chaise, indiquant où Karine devait s'asseoir avant de passer dans la pièce voisine. 30 secondes plus tard, il revint avec 2 tasses. « Crème ou sucre? » « Non, juste du noir. »« Merci. » Alors qu'ils s'asseyaient l'un en face de l'autre, Karine redoutait de devoir prononcer la phrase suivante. « Monsieur Jenkins, j'ai le regret de vous annoncer que votre fille, Julie, est décédée. Elle souffrait d'une maladie cardiaque. » Des larmes apparaissent dans les yeux du vieil homme. C'est ce qui a tué sa mère. Il s'arrête un instant. Pouvez-vous me parler de sa vie au cours des 12 dernières années? Était-elle heureuse? Le savez-vous? Elle vivait à Portland, dans l'Oregon, avec son mari, Larry Parker. Il semblait être un couple heureux et aimant. Julie a eu un fils, qui a presque 11 ans maintenant. Monsieur Parker l'élève. Il a adopté le fils de Julie, Gunner, à l'âge d'1 an. C'est la raison pour laquelle je suis ici, à la demande de Monsieur Parker. Julie ne parlait pas de sa famille, en fait, elle a dit à son mari que ses 2 parents étaient morts. Pouvez-vous me dire pourquoi elle a dit cela? Samuel Jenkins commence sa déclaration de contrition. C'était ma faute, toute ma faute. Lorsque la mère de Julie est morte, j'étais une âme perdue,
élevant seule une fillette de 9 ans. Quelques années plus tard, j'ai rencontré et épousé dans l'année une femme célibataire, Janice Clark. Elle avait un fils de 15 ans, un vrai garçon sauvage. J'ai essayé d'apporter une certaine discipline paternelle dans la vie du garçon, mais Janice n'aimait pas que je fasse la moindre chose pour corriger le comportement du garçon. Mon problème, enfin, l'un de mes problèmes, c'est que j'étais tellement captivé par Janice que je suis devenu un chiot fouetté. Je l'ai laissé contrôler la maison pendant que j'allais travailler pour payer les factures. Ma relation avec Julie a souffert du fait que j'étais essentiellement sous le contrôle de cette femme. Le fils de Janice, Jesse, a eu des ennuis lors de sa dernière année de lycée. Ils l'ont laissé obtenir son diplôme et il s'est engagé dans l'armée. Julie avait alors 14 ans. Jesse rentrait à la maison en permission pour les vacances et autres. Il semblait grandir et mûrir. Il a toujours trompé sa mère, mais maintenant, ils m'ont tous les deux convaincus que Jesse avait pris ses marques. Une année, Jesse est rentré à la maison pour les vacances de Noël. À ce moment-là, Julie était en dernière année. Janice et moi avons passé la soirée à la fête de Noël de mon bureau. Lorsque nous sommes rentrés, nous avons entendu du bruit dans la chambre de Julie. Lorsque nous avons ouvert la porte de sa chambre, Julie et Jesse étaient au lit, Jesse sur Julie. Jesse s'est levé de Julie et ils ont tous deux commencé à crier, Julie affirmant qu'elle avait été agressée, Jesse affirmant que Julie lui avait demandé de venir dans sa chambre. Puis Janice a commencé à hurler sur Julie, la traitant de menteuse, disant que toutes les rumeurs qu'elle avait entendues sur Julie devaient être vraies, qu'elle avait eu des relations avec de nombreux garçons à l'école. Ma tête tournait et j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, j'ai cru les mensonges de ma femme sur ma propre fille. Jenkins s'est arrêté à ce moment-là et a regardé à travers la pièce le mur rempli de photos encadrées. Il y avait des photos d'une petite fille et de la même fille à l'adolescence. Une autre avec une jeune femme, manifestement la mère de Julie, la première femme de Jenkins. Une autre, une photo professionnelle, avec Jenkins et la femme, Julie entre eux, âgée d'environ 5 ans. Jenkins soulève la photo de Julie adolescente du mur et la tient entre ses deux mains. C'est la dernière fois que j'ai vu ma petite fille. En moins d'une semaine, elle avait disparu. Karine interrompt enfin le soliloque de Jenkins. Quand avez-vous appris la vérité? Pas assez tôt. Jesse est retourné au camp Bragg en Caroline du Nord. Ce n'est que 2 mois plus tard que j'ai découvert que Janice mentait. Janice a essayé de me le cacher, mais j'ai découvert que Jesse avait des problèmes avec l'armée. Il s'est avéré qu'une civile de la base s'est plainte d'avoir été agressée par Jesse. C'était encore il a dit, elle a dit, mais combien de fois cela doit-il se produire avant que l'on cesse de se demander qui dit la vérité? L'armée n'avait pas assez d'éléments pour juger Jesse, mais elle lui a donné une décharge moins qu'honorable et l'a renvoyé. J'ai parlé à Chrissy, notre voisine et amie de Julie. Je l'ai interrogée sur les rumeurs selon lesquelles Julie avait des relations avec les garçons de l'école. Chrissy était hors d'elle, elle a juré que ce n'était pas possible, que Julie avait la réputation d'être l'une des bonnes filles. Jenkins replace la photo sur le mur et prend le temps de la redresser. Il redressa ensuite méthodiquement les autres, Karine attendit patiemment qu'il termine cette tâche simple. Jenkins se tourna à nouveau vers Karine. J'ai écrit à Julie dans l'Indiana, à l'adresse que Chrissy lui avait donnée. Je n'ai jamais eu de nouvelles de Julie, jamais un mot. Soudain, comme s'il se souvenait de quelque chose, Jenkins se tourna vers Karine. Vous dites que Julie a un fils? Avez-vous une photo de ce garçon? J'aimerais bien voir une photo du petit-fils que je n'ai jamais rencontré. Oui, j'en ai une. Karine fouille dans son folio et ouvre un dossier. Elle tendit la photo de Gunner que Parker lui avait donnée dans la main de Jenkins, qui tremblait. Oh mon Dieu! Jenkins éleva la voix en regardant la photo. Ce n'est pas possible. L'emportement du vieil homme surprit Karine. Qu'est-ce qui ne va pas? Le garçon, Gunner, c'est le portrait craché de Jesse. Karine secoua la tête. Ce n'est pas possible. Un test ADN a prouvé que le père du garçon est un certain Westphal. Je n'ai pas gardé de photo de Jesse, mais je jurerais qu'il est le portrait craché de ce garçon. Soudain, Karine comprit pourquoi elle n'avait pas réussi à trouver des informations sur George Westphal. Jenkins interrompt le fil de ses pensées. Pensez-vous que ce Larry Parker me laissera rencontrer le garçon? Je me renseignerai. En attendant, j'apprécierais que vous gardiez tout cela entre nous deux. Au moins jusqu'à ce que je découvre pourquoi un homme nommé Westphal a l'ADN du garçon. À qui vais-je le dire? Je ne communique plus avec personne de l'Ohio. La mère de Chrissy savait où vous habitiez et avait votre numéro de téléphone. Quoi qu'il en soit, promets-moi de ne pas répandre la nouvelle à propos de Gunner et Jesse. Pas tant que je n'aurai pas fait toute la lumière sur cette affaire. Jenkins accepta et Karine quitta la maison pour se rendre à l'aéroport. Quelques heures plus tard, elle prenait un vol pour l'Ohio.
Elle passa la nuit de samedi à dimanche dans un hôtel de la banlieue de Dayton. Le dimanche midi, Janice Clarkson devait recevoir une visite surprise. Karine a décidé que la meilleure approche était le choc et l'effroi. Dimanche midi, Karine frappe à la porte d'une maison de style artisanal des années 1920 qui aurait bien besoin d'un coup de peinture et d'un aménagement paysager. La femme qui a répondu à la porte avait des rides sur le visage que l'on pourrait soupçonner d'avoir été le témoin de nombreuses années de galères et de renfrognements. Karine voulait déstabiliser la vieille dame, aussi dès qu'elle ouvrit la bouche, Karine franchit le seuil, obligeant la femme à reculer dans le salon. « Madame Clarkson, je suis venu vous demander des nouvelles de votre fils Jesse. Pouvez-vous me dire quand vous avez vu votre fils pour la dernière fois ?» Visiblement déconcertée par cette intrusion, Madame Clarkson bégaya. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous à Jesse? » « Je suis un détective privé de Portland. Je m'occupe d'une affaire de paternité concernant un garçon de Portland. Que pouvez-vous me dire à ce sujet ?» La vieille dame était prise au dépourvu et confuse, exactement ce que Karine espérait accomplir. « Si cette fille a eu le bébé de Jesse, je mérite de le savoir et de voir mon petit-fils. Elle n'avait pas le droit de me priver de mon petit-fils. » Karine essaya de faire trébucher la vieille dame. « Alors, si vous pensez que c'est le fils de Jesse, pourquoi un homme nommé George Westphal en revendique-t-il la paternité ?» Madame Clarkson avait l'air du proverbial cerf dans les phares et n'arrivait pas à parler. C'est alors qu'une voix d'homme se fait entendre à l'arrière de la maison. « Janice, à qui parles-tu? Viens ici. » Madame Clarkson sortit précipitamment de la pièce. Karine entendit leur voix s'élever dans la colère alors qu'ils se disputaient, mais elle ne pouvait pas comprendre les mots. Elle regarda dans la pièce et vit les photos de famille sur la cheminée. Karine les prit rapidement en photo avec son téléphone, remarquant la ressemblance d'une des premières photos du jeune Jesse avec le garçon Parker. Elle était de retour au centre de la pièce lorsque Madame Clarkson est revenue. « Mon mari dit que je n'ai pas à répondre à vos questions. Vous refusez de me dire où est Jesse ou pourquoi George Westphal en revendique la paternité? Je ne peux pas. Maintenant, sortez de chez moi. » Karine se dirigea vers la porte, elle était encore ouverte, mais avant de partir, elle se tourna vers la vieille dame. « Je crois que vous allez regretter de ne pas m'avoir parlé. C'est vous qui allez regretter. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Maintenant, sortez ou j'appelle la police. » Karine prend un vol de banlieue de Dayton à O'Hare. Elle avait une escale de 2 heures à O'Hare avant son vol pour Portland, cela lui ferait du bien de rentrer chez elle. La veille au soir, Karine a essayé de trouver des informations sur Jesse Clark en utilisant le Wi-Fi de l'hôtel. Presque rien n'est apparu, c'est comme si l'homme n'existait pas. Elle devait retourner à son bureau lundi et passer quelques coups de fil à certains de ses contacts. Un homme comme Jesse Clark ne laisse pas au moins quelques miettes de pain à suivre. Au moment où Karine terminait d'écrire ses notes et refermait son carnet, un homme de petite taille s'approcha d'elle. « Madame Karine Roland ?» Karine lève les yeux vers l'homme, qui lui montre son badge et sa carte d'identité, celle d'un US Marshal. L'homme tend à Karine sa carte de visite. « Je suis Fred Cumin du bureau de l'U.S. Marshal. Puis-je m'asseoir ?» Karine regarda à nouveau le badge, vérifiant son authenticité et la concordance du nom. Elle fit un signe de tête vers la chaise à côté d'elle en réponse à sa question. « Nous avons appris que vous avez parlé à Monsieur Jenkins et à Madame Clarkson, entre autres, au sujet de Jesse Clark. Puis-je vous demander pourquoi ?» En tant qu'ancienne policière et enquêtrice chevronnée, Karine savait comment ce jeu allait se dérouler. Elle a répondu à la question de Cumin par une question. « J'enquête en fait sur un certain George Westphal. Pouvez-vous me dire pourquoi il essaie de revendiquer la paternité d'un enfant qui est très probablement celui de Jesse Clark ?» Cumin sourit. « Madame Roland, je sais que vous êtes une meilleure enquêtrice que cela. Vous savez certainement maintenant que George Westphal et Jesse Clark sont unus et idem. » Karine sourit à son tour. « Latin, Monsieur Cumin? Vous avez fait vos devoirs. Maintenant, pourquoi ne me dites-vous pas pourquoi Jesse Clark est sous protection des témoins? Je ne peux pas tout vous dire, mais je dirais que Clark a aidé un certain procureur du sud de la Floride à démanteler un cartel de la drogue. Ce procureur envisage de se présenter aux élections, au poste de gouverneur ou de sénateur, je ne sais pas. L'arrestation a fait de lui une grande star et il fait ce qu'il peut pour protéger Clark. Donc, vous allez aider un gars qui a commis des crimes graves à obtenir son fils biologique, qu'il n'a jamais vu, de l'homme qu'il aime et l'a élevé. » Cumin avait l'air embarrassé. Ce n'est pas Clark qui veut l'enfant, c'est sa mère. Elle veut son petit-fils. Dès que Westphal aura obtenu la garde, il le laissera à sa mère pour qu'elle l'élève. Et la laisser gâcher un bon gamin? L'élever comme elle a élevé Jesse? Vous vous moquez de moi. Tu as rencontré cette femme. Je ne peux pas dire que je l'ai rencontrée. Écoutez, le fait d'être affecté au WIXEC me donne parfois la chair de poule et parfois l'impression de faire le bien.
Il y a des gens que je protège qui ont fait beaucoup de bien, en se mettant en danger pour arrêter les méchants. Kuma marque une pause. Et puis il y a les méchants comme Clark, qui ont passé un accord pour éviter les poursuites. Alors, qu'attendez-vous de moi? Vous attendez de mon client qu'il reste les bras croisés pendant que son fils, et je considère ce garçon comme le fils de Larry Parker, lui est enlevé. Kuma baisse la voix et répond à la question de Karine sur un ton de conspirateur. Non, vous avez raison, j'ai fait mes devoirs et j'en sais assez sur vous pour comprendre que ce que je dirai ensuite restera entre vous et moi. Je viens de délivrer le message qu'on m'a demandé de délivrer. Maintenant, je vais vous dire qu'en ce qui me concerne, Jesse Clark et George Westphal peuvent pourrir en enfer. Il y a des gens puissants à Bogota qui recherchent Clark, non seulement parce qu'il les a dénoncés, mais aussi parce qu'il a volé une importante somme d'argent en le faisant. Au moment où il terminait sa dernière phrase, le vol de Karine fut appelé. Kuma se lève. Au revoir, Madame Roland. Merci de m'avoir écouté. Il est parti sans un mot de plus et avant que Karine ne puisse répondre. Il était plus de 9 heures lorsque l'avion de Karine atterrit à l'aéroport international de Portland. Karine était épuisée et remerciait le ciel d'avoir laissé Bill la convaincre de la conduire à l'aéroport il y a 3 jours et d'être maintenant à l'aéroport pour la récupérer. Elle passait devant le portique de sécurité lorsqu'elle aperçut Bill, un bouquet de fleurs à la main. Peut-être parce qu'elle était si fatiguée, ses yeux se sont légèrement embués et un grand sourire s'est affiché sur son visage. Bill a entouré sa femme de ses bras et l'a serrée dans ses bras. Bienvenue à la maison, chérie. Karine embrassa les lèvres de Bill qui la relâcha pour prendre son sac et lui remettre les fleurs. Ça ne fait que 3 jours, Bill. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, ces 3 jours m'ont semblé longs. Je savais que tu avais eu un week-end difficile et je voulais que tu te sentes regretté. Tu n'en sais pas la moitié. Attends que je te raconte ce qui s'est passé à OR. Karine avait déjà parlé à Bill de sa théorie selon laquelle George Westphal était Jesse Clark et que le demi-frère avait commis des crimes graves. Elle savait maintenant que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Sur le chemin du retour, Karine explique à Bill ce qu'elle a appris à Dayton et à Chicago. Bill l'écoute, puis pose la question à 64 000 $. Alors, qu'allez-vous faire de ces informations? Je ne sais pas encore. La dernière chose que je veux faire, c'est me retrouver au milieu d'une embrouille entre les Colombiens, un procureur et sa balance. Quelqu'un va être blessé. Je ne veux pas que ce soit Parker, son fils ou moi. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, Karine laissa échapper son souffle, elle ne s'était pas rendu compte jusqu'alors à quel point elle le retenait. En passant la porte, Anthony l'a accueillie en la serrant dans ses bras. La mère et le fils ont passé 15 minutes à se mettre au courant du week-end d'Anthony, y compris des dernières nouvelles de la fille avec laquelle Anthony sortait. Après s'être douché et avoir enfilé des vêtements confortables, Karine descendit au rez-de-chaussée où Bill l'attendait, assis dans le salon, un verre de vin à la main. Ils ont parlé de tout sauf de l'affaire. Bill savait que Karine avait besoin d'un peu de temps pour se détendre, sinon elle ne pourrait jamais dormir. En l'espace de 10 minutes, Bill a fait éclater Karine d'un rire incontrôlable en lui racontant les dernières frasques du jeune couple d'accent grave côté. Tom Taylor avait passé le samedi matin dans son garage à peindre à la bombe des meubles d'extérieur avant qu'Amy Taylor ne s'aperçoive que la peinture s'étalait sur le côté de leur Mercedes. La nouvelle est celle d'Amy? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais en train de déterrer le buisson que tu voulais enlever quand je l'ai entendu crier. Je me suis approché à temps pour voir Amy prendre la bombe et asperger la chemise de Tom. J'étais sur le point d'intervenir quand Tom a déchiré sa chemise, a attrapé Amy et l'a emmené dans la maison en criant qu'il allait faire repeindre sa voiture. Karine rit encore plus fort. Bon sang, ces deux-là sont le couple le plus enjoué du monde, tout les excite. Oui, mais ils ne sont mariés que depuis 1 an. Attendez qu'ils aient des enfants. Cela ne vous a pas empêché d'être un romantique, monsieur Roland. C'est parce que je suis marié avec toi. Karine s'est levée, a sauté sur sa jambe valide jusqu'à Bill et s'est assise sur ses genoux. Ils étaient en train de s'embrasser quand Anthony entra pour leur souhaiter bonne nuit. Encore une fois, vous deux? Faites-moi plaisir et ne vous embrassez pas trop fort, s'il vous plaît. Bill a répondu, pas de promesse. Il a pris sa femme et l'a emmenée dans les escaliers. C'était une bonne nuit. À 1000 km au sud de Portland, alors que Bill rencontrait Karine au terminal de l'aéroport, Jesse Clark raccrochait le téléphone après avoir écouté pendant la dernière demi-heure sa mère pleurer en lui reprochant toutes les années perdues pendant lesquelles elle n'avait pas connu son petit-fils. Quand elle ne pleurait pas, elle lui criait de faire tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que le garçon soit placé sous sa garde. Maman, j'essaie. Mais tu sais que je dois être prudent, il y a encore des gens qui recherchent Jesse Clark. Je suis déjà en train de contourner les règles de mon accord avec les fédéraux en essayant d'obtenir la garde en tant que Westphal. Si les gens font le lien, j'aurai de sérieux problèmes. Eh bien,
ce détective doit avoir fait un lien avec Jessie, sinon pourquoi s'est-elle montrée ici? Nous ne le savons pas encore, maman. Mais, au moment où les mots quittent ses lèvres, Jessie sait que cette dame Roland doit avoir des soupçons, sinon savoir. Il est temps de prendre contact avec Roland. Jessie cherche immédiatement Karine Roland sur Internet. Malheureusement, le même Internet qui a permis à Karine de faire de la publicité pour sa nouvelle agence, a permis à Jessie Clark de savoir où se trouvait son agence. Et pour Clark de réserver un vol pour Portland dès le lundi matin. Karine se lève le lendemain matin et se rend à son bureau. Larry Parker a prévu de la rencontrer pendant son heure de déjeuner pour faire le point sur la situation. Bien que les informations auraient pu être transmises par téléphone, Karine a estimé qu'un face-à-face était une meilleure option, surtout au vu des informations et de l'accumulation des factures. Karine aperçoit Randall de l'autre côté de la rue lorsqu'elle ouvre la porte d'entrée. Il se tient devant l'épicerie, un chapeau à la main, et demande tranquillement de l'aide aux passants. Randall aperçut Karine et la salua de la main. Ni l'un ni l'autre n'ont prêté attention au grand homme qui se tenait 2 portes plus loin dans la rue. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un autre locataire se présente. Jessie entra dans l'immeuble en expliquant qu'il avait rendez-vous avec le détective au 2e étage. Jessie monta les escaliers jusqu'au 2e étage et fut heureux de voir que la porte de Roland Investigation était ouverte. Il y trouva Karine, assise à son bureau, en train d'examiner des dossiers. L'intimidation était la spécialité de Jessie Clark. Il se plaça devant le bureau de Karine et bomba le torse pour se donner de l'importance. « Je veux que tu arrêtes de harceler ma mère, que tu ne te mêles pas de mes affaires et que tu dises à Larry Parker que tu ne t'occupes plus de son dossier. » Jessie pointait Karine du doigt tout en proférant ses menaces. Il est facile pour un grand gaillard comme Clark, habitué à bousculer les gens, de sous-estimer une femme comme Karine. 5'7", 130 livres, elle n'était pas physiquement intimidante. Le fait qu'elle soit très entraînée aux arts martiaux et qu'elle soit une tireuse d'élite n'était pas évident en regardant la jolie femme. Tout s'est passé si vite que Clark n'a pas eu le temps de cligner des yeux. Karine ramena ce doigt vers son bras, sans le casser, tout en sortant l'arme de sous le bureau et en la pointant sur son visage. « Sortez de mon bureau. » Clark n'en croyait pas ses yeux, son esprit s'embrouillait. « Cette femme me donne des ordres, » se dit-il. Personne ne donne d'ordre à Jessie Clark. À qui pense-t-elle avoir affaire? Il sortit du bureau en reculant, tandis que Karine gardait son arme pointée sur lui. Clark parla à voix haute. « Tu vas le regretter, Roland. » Pour lui-même, il a ajouté, « Tu ne sais pas à quel point tu le regretteras. » Jessie Clark s'est juré de ne plus jamais sous-estimer cette femme. Il ne prendrait aucun risque la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Et il jura qu'il y aurait une prochaine fois. Karine prit une minute pour retrouver une respiration normale, se leva et ferma la porte à clé. Elle sortit la carte de visite de son portefeuille et passa un coup de fil. Fred Cumin répondit au téléphone. « Cumin, c'est Karine Roland. Votre fils vient d'entrer dans mon bureau et m'a menacé. Les paris sont ouverts. Vous devriez le lui faire savoir. Peut-être qu'il sera assez intelligent pour comprendre le message. » Elle raccrocha avant que le maréchal n'ait eu le temps de répondre. S'il avait dit quelque chose, cela aurait été, j'en doute. Jessie Clark était une plaie et, au fond d'elle-même, Cumin espérait que George Westphal disparaisse. Karine avait pris sa décision et son prochain appel était pour Hank Price. Elle passa 20 minutes à passer en revue tout ce qu'elle avait appris jusqu'à présent, y compris la façon dont Clark pouvait constituer une menace. « Je sais que vous avez des contacts à la DEA, pensez-vous pouvoir obtenir un contact avec les Colombiens que je pourrais rencontrer ?» Normalement, Hank aurait essayé de calmer Karine, mais c'était différent. Personne ne menace la mère de sa fille et la femme de son meilleur ami. « Je vous rappellerai. En attendant, soyez prudente. » Hank raccroche. Hank prit les contacts et les dispositions nécessaires. Ce soir-là, Karine annonça à Bill qu'elle se rendrait à New York et pourquoi. Il était tard, 1h du matin à New York, lorsque Bill appela le numéro de Hank. Hank décrocha dès la première sonnerie. Hank décroche dès la première sonnerie. Hank, c'est Bill. Karine vient de me dire ce que vous avez prévu. Sera-t-elle en sécurité? Je ferai tout ce que je peux pour l'assurer. Je ne peux pas la perdre, Hank. Est-il vraiment nécessaire qu'elle soit là? Vous la connaissez, vous l'avez épousée. Hank s'esclaffe. Elle pense qu'elle doit être là, ne serait-ce que pour assurer mes arrières. Je comprends. Je ne la laisserai pas faire avec quelqu'un d'autre, tu sais. Je sais et c'est pourquoi je ne laisserai rien arriver. Merci Hank, bonne nuit. Bonne nuit Bill. Ils raccrochent tous les deux. 4 jours plus tard, Karine était à New York. Elle et Hank avaient rendez-vous avec un certain Carlos Castillo. Au cours des 4 derniers jours, Hank a pu confirmer que Jessie Clark ne se cachait pas seulement parce qu'il avait retourné les preuves de l'État contre ses anciens employeurs,
mais qu'il leur avait aussi volé au moins 4 millions. Les Colombiens étaient impatients de récupérer la plus grande partie possible de cet argent et offriraient probablement une récompense à quiconque les aiderait à le récupérer. La réunion a lieu dans le hangar d'un aéroport d'affaires. Un jet privé aux lignes pures contraste avec les 7 chaises pliantes disposées en cercle. Lorsque l'un des Colombiens tenta de les fouiller à la recherche d'armes, Hank refusa. Il refuse, quoi? Vous pensez que nous sommes assez stupides pour déclencher une fusillade ici? Vous êtes 5 ici à ce que je vois. Vous gardez tous vos armes et nous gardons les nôtres. Le Colombien se retourna pour voir l'un des hommes du cercle acquiescer. Hank et Karine rejoignirent les hommes du cercle. Même si cela dérangeait ses sensibilités féministes, Karine était réaliste. Ayant déjà eu affaire à cette culture machiste par le passé, elle laissa Hank parler. Les présentations sont faites et Hank entame les négociations. Si nous pouvions vous donner le nom qu'il utilise actuellement et une bonne idée de l'endroit où vous pourriez le trouver, quelle serait la commission de l'intermédiaire? Karine fut surprise lorsque l'homme qui avait été présenté comme Aria répondit au lieu de Castillo. Qu'est-ce que vous proposez? Répondit Hank. 10%, c'est la norme. Presque tout le monde dans le cercle fut stupéfait quand Aria répliqua. Je pourrais aussi vous torturer tous les deux jusqu'à ce que l'un d'entre vous parle, ce qui permettrait à mon patron d'économiser les 10%. Je pourrais même obtenir un bonus. Hank réagit froidement. Ce serait manquer de perspicacité de votre part. Karine et moi avons tous deux des amis, la sienne est dans la police de New York, les miens ont des drones. Mes amis à l'anglais savent que nous sommes ici et que je vous parle. Certains d'entre eux seraient ravis d'avoir une excuse pour envoyer un drone dans la cheminée de votre patron à Bogota, à la manière de Bruce Willis. Aria savait qu'il était allé trop loin, il regarda nerveusement Carlos, qui restait toujours silencieux. Aria tenta de se reprendre. Je croyais que nous étions en train de négocier. Tu as demandé 10%, j'ai répondu rien du tout. Carlos rompit le silence, dit quelque chose à Aria en espagnol avant de se tourner vers Hank et Karine. Veuillez excuser mon jeune compadre. Il a vu trop de films de gangsters hollywoodiens et, à cause de sa jeunesse, il croit que s'il parle durement, il gagnera le respect des autres. Hank sourit à Carlos, sachant que c'était l'homme qui prenait les décisions. Nous avons tous été jeunes un jour. Carlos lui rend son sourire. Oui, j'ai pensé lui donner l'occasion d'apprendre aujourd'hui. Une chance de grandir. Il s'en sortira. Il a un bon professeur. Aria écouta les deux hommes parler, comprenant que c'était ainsi que les hommes de pouvoir montraient leur respect et leur puissance. Il se rendit également compte que, pendant ce va-et-vient, aucun des deux hommes ne lui avait manqué de respect devant les autres. Aria a appris quelque chose ce jour-là. Carlos demande à Hank. Est-ce que vous considérez que 5% est suffisant? Nous aurons des dépenses considérables avant de récupérer quoi que ce soit. Hank regarda Karine, qui acquiesça. 5%, c'est bien. Comment sera-t-il payé? Il sera déposé sur un compte aux îles Caïmans. Quel que soit le montant récupéré, 5% seront versés dans le mois. Hank n'avait pas besoin de demander pourquoi il pouvait faire confiance aux Colombiens, il savait déjà de source sûre que Carlos Castillo était un homme de parole, malgré la façon dont il gagnait son argent. Pendant que Karine et Hank s'éloignaient en voiture, ils discutèrent. C'est l'argent de la drogue bien sûr. Hank attendait cela d'elle. Si tu n'es pas à l'aise, donne-le à une association caritative. Personne ne dit que tu dois le garder. Comment en es-tu arrivé à être aussi cynique? Oh, voyons Karine. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait d'avoir travaillé pour le gouvernement pendant si longtemps. Sais-tu combien de politiciens sont devenus millionnaires pendant qu'ils siégeaient au Congrès? Crois-tu que tout cet argent provenait de sources légitimes, toujours dans l'intérêt des citoyens qu'ils sont censés servir? Au moins, je ne prétends pas travailler dans l'intérêt de l'homme de la rue. Vous êtes cynique. Et Clark? Des scrupules? Je ne vais pas perdre le sommeil à cause de lui. Un criminel de moins dans le monde. Hank jeta un coup d'œil à Karine alors qu'il conduisait la voiture. Et qui est cynique maintenant? Ils traversèrent le pont pour retourner à Manhattan. Hank rompit le silence. Quand la compte arrivera, donnez-moi un tiers. Fais ce que tu veux avec le reste. J'allais le partager avec toi, moitié-moitié. Je sais, mais tu l'as mérité. Tu sais que tu ne pourras pas faire entrer l'argent aux États-Unis, n'est-ce pas? Que suggérez-vous? Dépensez-le dans les Caraïbes. Toi et Bill, vous pourrez prendre quelques vacances de toute une vie. Sortez de l'hiver humide de Portland et allez nager dans la mer bleue et chaude. Cela semble merveilleux, mais je pense que je devrais attendre de voir ce qui se passe avant de dépenser l'argent. Une semaine s'écoula sans nouvelles. Karine fait de son mieux pour calmer Larry Parker, sans rien promettre, elle essaie de lui assurer que des choses sont en cours pour qu'il ne perde pas d'une heure.
Mais il restait 2 semaines avant l'audience sur la paternité et la garde des enfants. Parker devient nerveux, et si elle veut bien l'admettre, Karine l'est aussi. Bill déposa Karine devant son immeuble. La première chose qui attira son attention fut que Randall n'était pas dans l'embrasure de la porte, ce qui signifiait soit qu'il avait passé la nuit dans la tente d'une de ses copines, ce qu'il avait l'habitude de faire à l'occasion, soit que l'un des autres locataires était entré tôt ce matin-là. Il n'y avait que 5 bureaux occupés dans tout l'immeuble et la rumeur disait que les 2 ou 3 derniers étages, qui étaient maintenant vides, seraient bientôt transformés en appartements plutôt qu'en bureaux. En entrant dans son bureau, elle n'eut pas le temps de réagir à la secousse électrique, son esprit s'illumina d'un blanc éclatant, puis devint noir. Quelque temps plus tard, Karine se réveilla et découvrit ses bras et sa jambe gauche attachés à une chaise rigide, sa bouche était bâillonnée pour qu'elle puisse marmonner, mais pas crier. Lorsque sa vision s'est éclaircie, elle a vu Jessie Clark debout devant elle, un grand couteau Bowie à la main. « Tu te réveilles, Karine ? C'est bien. Il est temps de s'amuser. » « Eh bien, je vais m'amuser, toi, pas tellement. » Clark vit les yeux de Karine fixer le couteau. « Oh, tu as remarqué le sang sur le manche ? Je n'ai pas eu le temps de le nettoyer après m'être débarrassé du clochard qui squattait ta porte. Peut-être qu'ils trouveront son corps quand il commencera à puer dans la benne à ordures derrière. » Clark déplaça le couteau de son visage à sa poitrine. Karine suivit le mouvement de la lame du couteau et remarqua alors qu'elle ne portait que son soutien-gorge et sa culotte. Clark poursuivit ses menaces. « Le fait est que je n'ai jamais compris ces gars qui s'inquiètent de savoir si leur partenaire de lit s'amuse, c'est peut-être juste moi, mais si je m'amuse, ça me suffit. » La lame s'est glissée sous le fermoir du soutien-gorge de Karine. Elle devait être aiguisée comme un rasoir, car le tissu se fendit et les 2 bonnets tombèrent, retenus seulement par les bretelles. Karine essaya de dire quelque chose, mais le lien dans sa bouche rendait les mots inintelligibles. Cela fit sourire Clark. « Et cette femme a fort brague, elle n'a pas apprécié, mais moi si. Je suis sûr que tu as entendu parler d'elle. Pareil pour ma belle-sœur coincée. La même chose avec tant d'autres depuis lors, et maintenant toi. La différence, c'est qu'ils l'ont tous vécu. Désolé, tu ne le feras pas. » Il fit glisser la lame, le dos contre sa peau, jusqu'à la culotte de Karine. Il tourna la lame pour couper la ceinture droite. Clark se pencha en arrière. « As-tu déjà trouvé où tu es ? Nous sommes au 5e étage de votre propre immeuble. Il y a 2 étages vides entre nous et les bureaux occupés. Tu pourras crier, mais pas assez fort pour que quelqu'un t'entende avec cette ligature dans la bouche. J'ai pensé à utiliser un bâillon, mais je n'aurais pas eu le plaisir d'entendre tes gémissements, ou plutôt tes râles. » Le sourire sinistre ne quittait pas le visage de Clark qui s'approchait à nouveau de Karine avec le couteau. « Le temps est écoulé, allons-y. Il nous reste quelques heures avant que ton mari ne revienne te chercher. Tu vois, j'ai fait mes devoirs, moi aussi. » Clark commença à déboucler sa ceinture de la main gauche alors que la lame s'approchait du côté gauche de sa culotte. Karine entendit le PFFFT et vit la fléchette dans le cou de Clark. « What the fou ?» et tout ce qui est sorti de sa bouche alors que Clark a tendu sa main libre vers son cou avant de s'écrouler au sol. 3 hommes masqués sont entrés dans le champ de vision de Karine, ont soulevé Clark et ont commencé à l'emmener. Puis Carlos s'approcha de la chaise, tenant le chemisier de Karine. « Laissez-moi vous l'enlever. » Carlos utilisa le couteau Bowie pour couper les sangles en plastique, détacha la tache dans sa bouche et tendit le chemisier à Karine. « Je suis désolé que nous n'ayons pas pu venir plus tôt. Je suis contente que vous soyez venus quand vous l'avez fait. » Karine enfila le chemisier et fut ravie que Carlos lui tende la prothèse et le pantalon sans regarder sa nudité. Fausto surveillait le bâtiment et a appelé dès que Clark est apparu ce matin. Nous avions des gens qui surveillaient sa maison à Tampa, à votre bureau et à votre maison. Nous ne savions pas où il se présenterait, alors notre avion est resté sur le tarmac à Sacramento, en attendant un appel. Dès que Fausto a appelé, nous avons pris l'avion. Tu vas bien ? Embarrassé, mais ça va. Je n'arrive pas à croire que je l'ai laissé m'atteindre comme ça. Où l'emmenez-vous ? Hors du pays, il vaut mieux que tu n'en saches pas plus. Nous devons découvrir où se trouve notre argent et lui demander de le récupérer pour nous. C'est pourquoi Fausto n'a pas été autorisé à intervenir lorsqu'il t'a vu te faire enlever. Il avait reçu des instructions strictes pour ne pas s'impliquer avant notre arrivée. Je suis désolé. Si c'était allé plus loin, je suis certain que Fausto ne l'aurait pas supporté. Il était entre le marteau et l'enclume. Karine comprit ce que cela devait être de travailler pour un homme de la réputation de Carlos. Dis à Fausto que je le remercie. Je dois partir maintenant pour prendre l'avion. J'ai une grande faveur à te demander. Pouvez-vous attendre 3 heures avant de contacter la police au sujet de l'homme dans la benne à ordures ? Il nous faudra ce temps pour quitter l'espace aérien américain. Vous savez pour Randall ? Oui, Fausto n'a pas eu le temps d'intervenir avant que Clark ne le tue avec le couteau.
Encore une fois, je suis désolé. Pensez-vous que vous aurez des problèmes avec les US Marshals? Je peux attendre avant d'appeler, mais je vais probablement demander à mon mari de prendre son après-midi et de s'asseoir avec moi. Je n'aurai pas de problème avec les Marshals. Le procureur de Floride va faire des histoires, eh bien, laissons-le faire. Carlos ne peut s'empêcher de sourire, cette gringa a de la grâce et du cran. Elle lui rappelait une femme aux côtés de laquelle il avait passé un an à se battre au Nicaragua. Il était un idéaliste de 20 ans qui combattait les contrats et il aimait cette femme, même si elle ne l'a jamais traité autrement que comme son petit frère. Au revoir, Karine. Il l'embrasse sur le front. Tu sauras si les comptes sont crédités, mais je doute que nous nous revoyions un jour. Il se détourne. Karine se dit, flic et criminel. Combien de fois dans sa vie, du bon côté de la loi, avait-elle ressenti un lien de respect avec quelqu'un de l'autre côté de cette ligne? Et en même temps, elle n'hésiterait pas à mettre cette même personne derrière les barreaux si elle en avait l'occasion. Karine descendit les escaliers et entra dans son bureau. Elle décrocha le téléphone et passa l'appel. Bill, tu peux prendre ton après-midi? J'ai besoin de toi. Épilogue. Karine attendit avec Bill jusqu'à ce que 4 heures se soient écoulées, puis elle passa un appel anonyme à la police au sujet d'un homme dans la benne à ordures. Personne n'a réclamé le corps ni répondu à l'avis de décès de Randall Harvey. Karine a payé l'incinération de Randall et, un mois plus tard, a répandu ses cendres sur le mont Hood. Plus d'une fois, Randall a expliqué pourquoi il avait choisi Portland, pour pouvoir voir cette montagne par temps clair. Karine a attendu le lendemain matin pour faire savoir à Larry Parker qu'il n'avait probablement pas à s'inquiéter pour George Westphal. Mes sources me disent qu'il a décidé de retourner dans la clandestinité, de quitter le pays pour de bon. George ne s'étant pas présenté à l'audience, Larry s'est vu confier la garde permanente de l'enfant. Janice Clarkson a appelé plusieurs fois, mais on lui a dit qu'elle ne verrait jamais l'enfant. Sa tentative de voler l'enfant à Larry a été le clou du cercueil. Samuel Jenkins a été autorisé à rencontrer son petit-fils. Il a pris l'Amtrak pour traverser le pays et a passé une semaine entière à Portland. Un jour, il a appelé Karine et lui a demandé de le rencontrer. Merci d'avoir adouci Larry pour moi. Je sais que vous l'avez fait, il me l'a dit. Monsieur Jenkins, vous ne pouvez pas passer votre vie à vous en vouloir pour quelque chose qui s'est passé il y a plus de 10 ans. Si, je peux. Julie était une fille bien et elle comptait sur moi pour la protéger après la mort de sa mère. Et j'ai failli à ma tâche. J'ai prié pour qu'il y ait un paradis et que Julie y soit avec sa mère. Elle mérite le paradis. Mon problème est le suivant, s'il y a un paradis, y a-t-il un enfer? Parce que c'est là que j'appartiendrai quand je mourrai. Je me retrouve alors à prier pour que Dieu n'existe pas, car je sais qu'un Dieu juste me punira pour le péché que j'ai commis en ne protégeant pas ma fille. Karine prit une minute pour rassembler ses pensées avant de répondre. La plupart des religions permettent le repentir et le salut. Si j'étais vous, je parlerais à un prêtre, un pasteur ou un rabbin. Vous devez vous pardonner si vous êtes vraiment désolé. Je ne connaissais pas Julie, mais d'après ce que Larry m'a dit, c'est ce qu'elle voudrait. Elle a manqué de temps, c'est tout. Jenkins lève les yeux de sa tasse de café. Vous me rappelez la mère de Julie. Elle avait cette façon de dire des choses gentilles, même si ce n'était qu'un vœu pieux. C'est pourquoi j'étais si perdu après sa mort. Je vous remercie. Jenkins tapote la main de Karine, se lève et quitte le café. Un peu moins de 3 mois plus tard, Karine reçut un email qui disait simplement « Votre compte a été crédité ». Karine a lancé les programmes de protection contre les virus et les enregistreurs de frappe qu'Anthony avait précédemment installés sur son ordinateur, et lorsque les programmes ont terminé avec un « All Clear », elle s'est connectée au compte Caïman. Le compte était là, 156 000 $. Karine a viré un tiers des fonds sur le compte de Hank à Dubaï, un tiers à une organisation caritative internationale à Toronto qui aidait à récupérer les enfants vendus comme esclaves, et à garder un tiers pour ses propres besoins. Un an plus tard, Karine a offert à la famille Roland et à des invités triés sur le volet une semaine de luxe, tous frais payés, dans une villa privée sur la plage de l'île Little Cayman. Par une nuit sombre, bien après minuit, Bill et Karine sont sortis de la villa et sont descendus sur la plage, vêtus seulement de leur peignoir. Il y avait 1 milliard d'étoiles dans cette nuit sans nuages et sans lunet, à l'exception d'une petite ampoule de 15 watts près de la porte d'entrée de la villa, aucune lumière artificielle ne venait gâcher la vue. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies convaincu de faire ça. Karine chuchote en enlevant sa prothèse et son peignoir. Bill lui répond en chuchotant, quand aurons-nous à nouveau l'occasion de nager comme ça? Karine n'a pas répondu, Bill l'a prise dans ses bras et l'a emmenée dans l'eau. Elle commença à flotter sur le dos en regardant les étoiles. Bill pouvait voir les parties de son corps qui n'étaient pas cachées par l'eau, et sa peau mouillée brillait. Il savait qu'il valait mieux ne pas essayer de réaliser son autre fantasme, être proche dans l'eau,
et il se contenta donc de regarder Karine se retourner pour nager, les joues de son derrière dépassant maintenant de la surface de l'eau. Tous deux continuèrent à nager dans les eaux peu profondes, profitant de la sensation de liberté. À moins de 30 mètres de l'endroit où leur peignoir reposait sur le sable, Anthony et Lisa, sa petite amie, étaient allongés sur une serviette. Bien que la nuit soit presque aussi noire que l'encre, ils ont vu les deux silhouettes se diriger vers l'eau et se débarrasser de leur peignoir. Anthony et Lisa restèrent tranquilles jusqu'à ce qu'ils réalisent que ses parents étaient nus. Il chuchota, « Oh, jeez. Je trouve ça plutôt mignon. » Lisa a dit que Bill portait Karine dans l'eau. « Et si c'était tes parents? » « D'accord, j'ai compris. C'est dégoûtant, mais c'est quand même mignon. Je n'arrive toujours pas à croire que tes parents ont été assez gentils pour m'inviter à ce voyage. Ils t'apprécient vraiment. » Les yeux de Lisa s'embuèrent et elle aborda le sujet qu'il s'efforçait d'éviter. « Tu crois qu'on a une chance d'être aussi heureux un jour? Je veux dire l'un avec l'autre? J'espère que oui, je t'aime. » Anthony embrasse Lisa avec toute la passion qu'un jeune de 18 ans éprouve pour un autre jeune de 18 ans. Tous deux allaient entrer à l'université dans un mois et les chances étaient contre eux, mais certains enfants ont réussi à déjouer les pronostics. Alors qu'Anthony et Lisa rompent leur baiser et regardent le ciel, tout et n'importe quoi dans l'univers semble possible.